Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence. Je m'appelle Valérie, je travaille pour Capgemini. Je suis coach agile. Alors je ne vais pas prendre trop de temps à décrire mon parcours parce que vous le retrouvez sur LinkedIn. Et je préfère garder ce temps pour vous, pour la conférence. Tout simplement, je vais vous parler aujourd'hui de hacker vos décisions difficiles grâce à l'agilité. Alors ce que dit comme ça, on ne sait pas trop de quoi ça parle. J'ai une confidence à vous faire. J'ai l'impression qu'il ne marche pas très bien, mais si? C'est bon? J'ai une confidence à vous faire, c'est qu'on me donne toujours le créneau où il faut réveiller les gens. Vous savez, juste après manger, à la fin de la conf, quand tout le monde est crevé. Donc je crois qu'il y a un message subliminal. Donc je me suis dit, ouais, il y a une petite pression, peut-être qu'il faut que je les réveille, ces gens. D'accord? Et peut-être que j'ai besoin de votre aide pour le faire. Yes? Alors, hacker vos décisions difficiles avec l'agilité, il faut arriver à le dire, c'est simplement un sujet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Tout simplement parce que je pense qu'on est moins con à plusieurs que tout seul. Et que l'agilité nous montre quelque chose d'extraordinaire, en fait, qui est qu'on peut prendre des meilleures décisions en s'appuyant sur des équipes performantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Petit exercice. Je vous propose de regarder cette image. Je vous laisse un peu de temps et de mémoriser ce qu'il y a dessus, de le noter quelque part éventuellement, si vous avez peur de vous mentir à vous-même pour plus tard, et ensuite de me dire, en fait, il y avait quoi sur les cartes? Quelqu'un? Et non, il n'y avait pas ça à Sophia, pour ceux qui étaient. Par exemple, on voit ceux qui ont l'œil. Qui joue aux cartes dans la salle? Ok. Alors, je vais revenir sur l'image. Il y en a qui ont à peine eu le temps de voir, hein, mais je suis d'accord. Il y a un pic rouge. Premier problème avec la décision, c'est qu'on va ramener ce qu'on voit à ce qu'on connaît. Donc, c'est un exemple déjà. Bon, ok, vous allez me dire, vous digérez, tout ça. Néanmoins, c'est assez vrai. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose de nouveau, on va tout de suite le ramener à quelque chose qu'on connaît, à savoir un pic. Alors, j'ai eu droit aussi au cœur, parce que c'est rouge. Ça dépend si ça vous donne une indication si vous préférez la forme ou la couleur dans votre caractère. Le problème de la décision, donc, c'est aussi de commencer par les bonnes données. Mais c'est le premier des problèmes. Il y en a quelques autres. Alors, j'ai Nicolas qui est dans la salle et qui va me dire « Oui, mais ce n'est pas un problème, c'est peut-être l'opportunité. » Alors, tu auras les oreilles qui sifflent pendant 1 heure. Donc, simplement, ce que je vous propose, c'est donc sur ce sujet, comme je vous ai dit que je suis coach essentiellement, mon job au quotidien, c'est d'aider les gens à prendre les bonnes décisions. La manière dont je le vois aujourd'hui, c'est vraiment ça, et c'est pour ça que je me permets d'en parler. Néanmoins, j'ai quand même fait des recherches, parce que je trouve que c'est intéressant d'aller compléter sa pratique par des recherches que je vais vous partager, la synthèse de ce que j'y ai trouvé. Mais après, ce que je vais vous partager, c'est surtout un retour d'expérience. Alors, j'ai pris le cas particulier d'équipes de direction parce que je les accompagne souvent, mais aussi parce que c'est intéressant comme type d'équipe, les enjeux sont beaucoup plus forts. C'est-à-dire que quand ça va de travers, on va dire que toute la transformation est remise en question et donc les impacts sont beaucoup plus importants en visuel. Voilà. Donc on aura 3 temps, si vous l'avez compris. Un premier temps, je vais vous partager quelques réflexions sur la prise de décision. Un deuxième temps, je vais vous partager un retour d'expérience. Alors c'est un retour de plusieurs expériences. J'ai un NDA assez important sur ces sujets-là, donc je ne pourrais pas nommer exactement laquelle équipe auquel je pense. Donc je vais brouiller les cartes. Et un dernier temps où si vous avez des questions, j'y répondrai, si je peux. Voilà. Merci à tous. On y va? On continue. Donc on a déjà vu les cartes. Oui, ça c'est. On ne peut pas sauter. Ah oui, c'est dans le mauvais sens. Vous avez dit la technologie, je ne suis pas très. Oui, bon, voilà. Pas toutes les technologies. Alors, vous avez 3 personnes sur cette photo et ils ont un point commun. Vous connaissez Barack Obama, l'ancien président des États-Unis. Est-ce que vous connaissez la personne là? C'est qui? Oui, c'est la série La joueuse d'échecs, en fait. Donc Beth Harmon,
qui est donc connu pour avoir fait beaucoup de parties d'échecs et donc pris des décisions rapides avec fort impact dans un contexte stressant. On commence à voir où je veux en venir. Et une troisième personne, vous connaissez ? Sully, oui. Alors j'ai réussi à dire son nom une fois, je vais réussir une deuxième fois, Chelsea Sullerman. Le challenge de la conférence. Donc, c'est quelqu'un qui a réussi à faire atterrir un A380 sur le fleuve Hudson en je ne sais plus quelle année. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a dû prendre la décision de soit atterrir cet avion ou pas. Et l'enjeu était les 150 personnes présentes sur le vol. Donc, ces trois personnes, l'air de rien, ont un point commun, vous l'avez deviné, c'est de prendre des décisions complexes, difficiles, stressantes, avec un impact dramatique ou non. Et c'est donc intéressant d'aller voir en fait ce que ces personnes ont fait et comment elles s'y prennent pour trouver l'inspiration. Okay ? C'était notre première incursion sur ce sujet. Alors c'est quoi une décision difficile ? Je vous ai dit, j'ai creusé un peu. Donc s'inspirant du coup de Barack Obama, c'est une décision du coup, je l'ai déjà dit, complexe. Mais la deuxième chose, c'est une décision que du coup, qui arrive à mon bureau quand je suis chef. C'est-à-dire que les autres peuvent prendre les autres décisions qui sont moins complexes. Chocolat, bonbons, vous venez de sortir de table, sandwich ou pain d'épices, ça c'est pas forcément... Alors pour moi c'est les deux, c'est facile. Donc j'ai pas trop de problèmes pour décider. La nourriture c'est la vie. Hein. Donc j'ai pas trop de problèmes à décider. Là on parle de décision d'un deuxième niveau. Décision difficile. Alors, qu'est-ce qui vient avec cette décision d'un deuxième niveau plus difficile ? La première chose qui vient, et que c'est embêtant, c'est le stress. Or, en stress, vous allez justement être beaucoup plus dans l'automatique. Quand je stresse, si je vois, par exemple, je vais prendre un exemple, on va plutôt aller vers l'exemple. Vous êtes en voiture, j'aime bien les voitures aussi, comme le chocolat. Vous êtes en voiture, vous roulez vite, quelqu'un arrive en face, très vite. Vous n'allez pas commencer à faire la théorie de je ne sais pas quoi. Vous allez devoir décider rapidement. Ça, c'est une décision relativement complexe et c'est une décision stressante. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez peut-être vous mettre de côté direct en disant « Oh, il y a une voiture, je vais vite, rapidement fuir » et me mettre sur le bas-côté. Alors, j'habite dans le Vaucluse. Toutes les routes ne laissent pas passer deux voitures, donc tous les jours. Ensuite, vous avez l'autre idée, c'est « Je m'impose, je vais y aller, je suis plus fort que lui ». Je reste au milieu de la route. Et vous allez être surpris, en général, l'autre se pousse. Hein. Ça, c'est deuxième mode de décision. Troisième mode de décision, je ne sais pas quoi faire. Je reste plantée au milieu, mais pas parce que j'ai l'intention d'y aller, mais parce que je n'arrive pas à me décider si j'y vais ou j'y vais pas. Qu'est-ce que je viens de dire ? C'est que les décisions complexes et difficiles viennent avec un certain niveau de stress. Or, ce même niveau de stress vous met en pilote automatique. Il est dit que c'est freeze, flight ou fight. Mais ça, c'est l'exemple. Deuxième cas très courant que vous allez connaître, hein, c'est important. Vous allez à la machine à café, votre chef vous fait une remarque super désagréable et vous, petit A, ne réagissez pas du tout, alors que vous n'en pensez pas moins. Petit B, vous réagissez pas mal trop quand même, en vous disant « mince, ça va mal se passer après, je vais en tirer les conséquences ». Petit C, vous réfléchissez, mais il ne sort pas grand-chose. Ce n'était pas forcément aucune des trois la meilleure façon de réagir. Ok ? Néanmoins, c'est ce que vous avez fait. Stress égale réaction automatique, pas la réaction choisie. Parfois, ça tombe bien. Il faut quand même, voilà. Mais souvent, c'est dommage parce que vous ne réagissez pas comme vous auriez voulu dans la situation. Alors, je continue. Deuxième point, je me promène, comme tout le monde, je ne fais pas vous, dans les supermarchés. Alors, j'aime pas ça, mais... Et je veux acheter un shampoing. 125 shampoings différents, 2 allées. Ok ? Je vois les garçons qui sourient. Je vais au rayon bière. Bon là, non, ok. Je vais au rayon yaourt. Alors ça, c'est édifiant, les yaourts. 2 allées entières de yaourts, toutes les couleurs. Il y en a une avec les saveurs et une avec pas les saveurs. Choix. Alors, ce que je veux dire par là, en mode plus sérieux peut-être, c'est qu'en termes d'offres et de demandes, nous sommes de plus en plus confrontés à un choix inédit. On n'avait pas autant de choix avant. C'était un yaourt, un shampoing et basta. Aujourd'hui, nous avons aussi les choix de job,
Alors, le new normal, le télétravail, vous vous rendez compte dans cette région que du coup, les offres arrivent de partout. On a le choix de mission. Quand on est consultant, on peut travailler ici ou bien à l'autre bout du monde. C'est quand même assez édifiant. Vous avez le choix, avant, passer notre vie avec le même compagnon, et puis aujourd'hui, il se passe d'autres choses. On va dire que dans tous les domaines de la vie, on est écrasé par un nombre de choix. Ce que j'appelle l'embarras du choix, la paralysie même par le choix. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train de choisir, vous prend une bande passante extraordinaire. Ce n'est pas du coup un sujet anodin. Et c'est un sujet qui est quand même nouveau. Nouveau par la quantité de données auxquelles on accède. Alors, je fais une aparté parce qu'il y a plein de coachs agiles dans la salle, mais c'est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce n'est pas que le choix, c'est le choix aussi d'offres. Vous êtes coach agile, il y a plein d'autres coachs agiles super sympas. Et il faut se différencier. Vous voulez faire artiste ? Je suis sur un groupe, par exemple Facebook, tout le monde est sur Facebook, sur la peinture à l'huile. Des gens comme vous et moi peignent mieux que de certains artistes extrêmement connus. Aujourd'hui, il y a l'embarras aussi du choix dans l'offre, pas que la demande. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'on a de plus en plus de choix à faire. C'est quelque chose, une discipline qui devient quotidienne, mais en plus, il y a trop, il y a trop. Enfin, c'est embarrassant, paralysant, écrasant. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'au niveau de la décision, on reste sur nos idées de décision complexe. Ce qui se passe, c'est qu'on essaye de comparer deux décisions. On se dit laquelle est la meilleure. Enfin, c'est un peu ça le sujet quand même. Et je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait de pouvoir comparer. Il y a des décisions comparables, mais la plupart ne peuvent pas être comparées. Alors, vous recrutez quelqu'un. J'aime bien concret. Vous recrutez quelqu'un. Ça ne marche pas. Ça arrive, hein. Est-ce que c'était la personne ou est-ce que c'était le poste ? Première question. Il y a des postes où on recrute quelqu'un, on la remplace par quelqu'un d'autre, ça ne marche toujours pas. On remplace par quelqu'un d'autre, ça ne marche toujours pas. Ce que ça veut dire, c'est que peut-être l'environnement systémique du poste a un problème. Et du coup, ce n'était pas la personne. Donc, vous allez comparer l'une personne et une autre, mais le problème n'était pas une personne ou une autre, mais le système. D'accord ? Et deuxièmement, si vous dites, OK, j'avais 2 candidats et finalement, j'en ai pris qu'un seul, est-ce que l'autre aurait mieux fait ? Imaginons que peut-être on ne peut pas savoir. On ne peut pas revenir en arrière et recréer les conditions d'avant. Donc, c'est très difficile de comparer deux situations de recrutement. Alors, il ne faut quand même pas exagérer. Il y a des fois où c'est super évident, vous auriez mieux fait, vous sentez intuitivement que l'autre personne aurait fait mieux, ou vous la mettez plus tard, mais peut-être qu'elle a bénéficié de l'expérience de la première personne. Enfin, j'ai l'air de peut-être couper les cheveux en 4, mais faites attention à la comparaison de 2 décisions en disant que l'une est meilleure que l'autre. Il y a peut-être un biais déjà. Voilà. L'agilité, on essaye de créer au moins la notion de réversibilité. C'est-à-dire que un des apports de l'agilité, c'est de se dire on crée une décision, on l'essaye avant de la mettre en pratique. Enfin, on fait des maquettes, on fait des proof of concept, on essaye de se dire on va essayer pour donner une certaine réversibilité à la décision. Entre 2 options, j'essaye blanc et noir, je teste blanc et noir, et du coup, quand j'ai décidé, j'ai essayé en vrai blanc et noir. Mais quand on est sur une décision vraiment complexe, vraiment difficile, ce qu'on veut dire, c'est que quand même, on ne peut pas faire des tests. Alors, j'ai beaucoup travaillé dans des secteurs d'activité comme ça, où, par exemple, Petro-Ineos, là, je peux les citer. Clairement, quand on travaille sur la pétrochimie, il y a des endroits où on ne peut pas faire d'essais-erreurs. Hein. Donc, parce que ça explose. C'est ce type de décision dont je parle. Dernier point, alors c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas m'appesantir pendant la présentation, puisque c'est assez important. Alors, je réfléchis à la notion de VUCA, parce qu'on se dit tous qu'on est agile parce que le monde est devenu incertain. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord. J'en suis arrivée à la conclusion suivante. C'est pas vrai, le monde a toujours été incertain. En fait, c'est une grosse... je pense que c'est une excuse. Voilà, c'est marketing. Mais néanmoins, on a pris conscience que les comportements du passé ne vont pas générer les comportements du futur. Je crois que c'est une prise de conscience. Voilà, ça c'est ma conviction.
c'est que ça a toujours existé. Vous n'allez pas me dire que le monde d'un homme préhistorique était prédictible. Il ne savait pas trop comment il allait se faire bouffer par le mammouth. Enfin, je veux dire, il y a quand même autant de risques qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a pris conscience, vraiment, que, en fait, on ne peut pas dire ce qui va se passer dans le futur parce qu'il s'est passé dans le passé. Alors vous allez me dire, oui, mais le Covid, ouais, mais la peste. Donc, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, en fait. Je pense que ça, c'est une mythologie qu'il faut qu'on arrête. Deuxième point, sachez quand même que, du coup, on ne parle plus de gestion de risque, mais de gestion d'incertitude, et qu'il faut se méfier quand même beaucoup de ce qu'on a fait dans le passé, comment ça va prédire l'avenir. Voilà. Et là-dessus, il y a énormément à creuser, mais je ne vais pas le faire là, ça va faire beaucoup sinon. Pour vous. Alors, attends, tu veux plus? Si. Alors, pour en faire une synthèse, dans notre sujet, l'idée, c'est quand même de trouver comment prendre une bonne décision. Vous avez compris que du coup, pour mesurer un résultat, ce n'est pas aussi évident que ça en a l'air, mais c'est toujours déjà une bonne pratique. Moi, j'ai un deuxième point de mesure, c'est quand je prends une décision, à quel point les gens s'y engagent et à quel point je m'y engage quand je prends une décision. Et ça vous donne une vraie autre dimension, plus organique, pour faire ta référence, plus organique et plus juste. Est-ce que tout le monde l'a suivi, cette décision ? Voilà, donc ça, c'est mes explorations que je vous ai partagées. Je sens quand même le déjeuner qui pèse. Alors, je vais vous proposer petit instant réveil. Donc, le petit instant réveil, c'est vous êtes probablement venu en voiture ce matin. Qui est venu en voiture ? Voilà. Il y en a qui étaient à côté du conducteur, peut-être, aussi. Mais... donc la question du jour, c'est vous levez la main si vous pensez que vous êtes un bon conducteur, vous êtes dans le top quart des meilleurs conducteurs. Il y a 4 catégories, vous dites je suis bon conducteur. Alors c'est des agilistes, c'est toujours un peu plus dur. Yes. Ok. Merci. Est-ce que vous êtes meilleur que la moyenne? Yes. Non mais agiliste quoi, je veux dire. Est-ce que vous êtes un peu en dessous de la moyenne? Est-ce que vous êtes dans les pires conducteurs? Il y en a, je sais comment ils conduisent. Ok. J'ai le meilleur public du monde. Effectivement. Alors, sachez que plus de 90% des gens s'estiment meilleurs que la moyenne. Je crois que j'ai fait quelques maths et c'est pas possible. Ça, c'est marrant pour la voiture. L'enseignement, pareil, si vous interrogez les enseignants, 90% va se penser meilleur que la moyenne. On continue ? Entrepreneur, 90% pensent que, mais non, moi, ça va marcher. Je viens de Paris. Non, j'arrête. Je suis trop fort. On a des private jokes là. Quand on commence une entreprise, même si on a déjà raté la précédente, on est persuadé, et c'est heureusement d'ailleurs, parce que sinon on n'aurait pas cette folie de commencer une entreprise, on est sûr que ça va marcher, à 100%. Et pourtant, il y a quand même un nombre inconsidérable d'entreprises qui n'atteignent pas la 4e année. Ok, c'est la dernière, promis. Le dernier, c'est le mariage. Alors ça, c'est génial. Excusez-moi, mais il faut que je rie un peu. Donc, on se relit. 100% des gens qui se marient sont persuadés que c'est pour la vie. Je la refais ou... Ok, non, j'en rajoute une couche. 100%, et ça ne change pas s'ils ont déjà divorcé. Ils ont déjà fait l'expérience que ça ne marche pas. Et ils refont, et ils disent, non mais cette fois-ci, c'est pour la vie. Alors, pour ceux qui connaissent la systémique, c'est marrant. Vous connaissez la systémique ? L'idée, c'est que si vous avez déjà divorcé, il y a quand même plus de chances que vous divorciez encore, puisque vous avez déjà l'attitude bien comme il faut pour divorcer. C'est moins loin, vous savez le faire. J'ai pas dit que le divorce, c'était mal. Ok. Ça s'appelle le biais de la surconfiance. On l'a tous, au moins dans cette salle. Bon, sauf une ou deux. Des biais, il y en a beaucoup. Alors, mon sujet, ce n'est pas les biais. Je ne vais pas creuser sur les biais, parce que c'est un sujet très, je trouve, assez théorique. Mais
Théorique dans le sens, voilà, je vais vous dire qu'il y a le biais de ci, il y a le biais de ça, il y a le biais de machin. Ok, il y a le halo, il y a le Barnum, il y a... voilà. C'est pas mon sujet, par contre, comme j'ai pensé à vous, je vous ai mis un petit lien pour aller creuser sur les 6 les plus violents dans notre vie. Mon sujet, c'est qu'il y a beaucoup de manières de se tromper et j'aimerais bien savoir comment on en sort. J'ai cherché sur... moi, je suis pragmatique. Donc, l'intérêt pour moi, c'est comment on fait pour s'en sortir de ces biais. Première chose, premier réflexe de bon consultant, je vais me préparer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais aller reconnaître ces biais, apprendre tout ce qui existe dans des bouquins pour comprendre comment ça marche, travailler sur moi, faire de la méditation, etc. Alors, je vous arrête net, cela ne fonctionne pas. C'est statistique. Quand vous allez reprendre une décision importante sur laquelle vous voulez travailler et vous allez regarder vos biais, vous les connaissez, vous avez travaillé dessus, etc. Il est statistiquement prouvé que vous allez quand même en avoir. Alors, juste pour recaler le sujet, un biais, c'est quoi? C'est un système finalement qui a fonctionné à un moment donné et qui est devenu automatique. Qui a fonctionné parce que vous étiez en principe de survie, qui a fonctionné parce qu'à ce moment-là, c'était efficace, qui a fonctionné, etc. Et donc, quand vous allez revenir à la décision difficile, vous allez quand même avoir des biais. Alors, pourquoi? D'abord parce qu'elle est stressante. Et donc, même si vous avez travaillé dessus, globalement, vous allez avoir une montée de stress. Mais imaginons que vous arriviez quand même à souffler un peu. C'est une méthode. Vous soufflez un peu, vous ne prenez pas tout de suite la décision, vous prenez le temps, vous redominez votre stress. La deuxième chose, c'est que s'il y en a un de biais, on va dire la surconfiance. Ok, j'ai tendance à être surconfiant, je vais combattre celui-là. Mais en fait, dans une décision complexe, vous en avoir 10 d'un coup. Et donc, ce sera plus difficile de décider. Vous n'allez pas pouvoir tous les gérer. Et le dernier point, et bon, ça, je pense que ça suffira par rapport à pourquoi on n'y arrive pas, le dernier point sur cette difficulté par rapport au biais, le dernier point, en fait, c'est que, en réalité, vous n'allez pas changer votre comportement. Parce que vous connaissez les biais. Ça, j'adore. Alors, excusez-moi, je me suis quand même mariée et j'ai quand même lu mes propres slides. Et je suis convaincue que mon mari et moi, c'est pour la vie. D'accord? La deuxième chose, ça c'est moi. Hein. Je suis peut-être un peu, voilà. Vous allez reprendre la voiture tout à l'heure. Est-ce que votre manière de conduire va changer après cette conférence? Oui, bien sûr. Non. D'accord? Donc, malheureusement, la technique de se gérer tout seul ne fonctionne pas. C'est ma conviction. C'est pas que la mienne. Hein. Je vous ai dit que j'ai fait des recherches. Et j'en rajoute une couche. Alors, c'est un sujet à la mode. C'est pour moi un peu intellectuel, hein, honnêtement. Mais c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que les biais comme distorsion à la décision. Il y a aussi le bruit. Alors, pour vous donner l'exemple très simple et pas rentrer dans 1001 détails, c'est simplement, par exemple, selon la lumière à laquelle vous êtes exposé pendant ma conf, vous allez plus ou moins l'aimer. Selon l'heure à laquelle un juge juge un délinquant, le jugement ne sera pas le même, selon son humeur, selon ce qu'il a vu avant, etc. Si vous connaissez petit traité de manipulation à l'usage des gens honnêtes, vous comprendrez de quoi je parle. Mais simplement, ce n'est pas la même chose que le biais. Alors le biais, ça veut dire que par exemple, tout le monde va dévier d'un côté, alors que le bruit, c'est beaucoup plus disparate dans une salle. Voilà. Mais donc, on ne peut pas tout seul. Alors, je vous donne une première piste. Non, mais parce que j'en ai marre des problèmes. Moi, j'aime bien l'appreciative inquiry. Donc, on va aller vers la construction de solutions. Donc, la solution, la première, c'est déjà d'aller voir l'avocat de l'ange. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, par exemple, je dois lancer une entreprise audacieuse, si je veux aller vers un client, lui proposer un sujet innovant, je vais aller voir mon pote qui est, je ne sais pas, à la comptabilité, qui déteste l'innovation, qui a horreur des choses innovantes, qui est très prudent, et je vais lui demander son avis. C'est une pratique, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous faites et que vous systématisez. Vous allez voir la personne qui est la moins à même d'avoir envie d'y aller, ou quelqu'un que vous n'aimez pas, ça aide aussi. Souvent, parce qu'on ne l'aime pas parce qu'on est différent. Hein, donc, et simplement, avec des précautions oratoires.
La précaution oratoire, c'est que bien sûr, vous allez la voir, la personne, mais vous allez la voir, mais il faut être prêt à poser des questions plutôt neutres. Exemple. On a ce super candidat qu'on a envie de recruter, il faut absolument que tu le vois. Vous voyez bien qu'on a déjà donné les éléments à la personne qui, si elle a un tout petit peu de mimétisme, va vous confirmer dans ce que vous venez de lui demander. Ça, c'est la première précaution. Et la deuxième, vous imaginez bien que la réponse ne va pas vous faire plaisir. Prenons un exemple. Donc, ouais, j'ai cette nouvelle entreprise que je vais monter dans le sud, ça va déchirer, incroyable, etc. Ouais, mais c'est nul ton truc. Donc, il va falloir l'entendre. Là, tu t'es trompé sur les chiffres, là, ça ne tient pas la route, là, moi, j'y crois pas, ça, mais tout le monde l'a déjà fait. Voilà. Et ça, c'est quand il est bienveillant. D'accord ? Donc, il faut vous préparer émotionnellement à digérer la réponse. J'ai un échange pour vous partager un peu de moi. J'ai eu un échange avec un coach agile qui est dépité de l'agilité, qui ne veut plus en faire jamais. Bon, ben voilà, j'ai processé ces informations. Il m'a fallu quelques jours. Mais après, j'ai fait la synthèse. OK ? Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que la réponse soit immédiatement utilisable. OK ? Alors, comme je vois que ça commence à s'impatienter, je vais vous parler du retour d'expérience. J'ai rajouté un slide à cette présentation pour vous expliquer plus en profondeur. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que j'accompagne des équipes, et notamment des équipes de direction. Ce sujet de la prise de décision dans l'équipe de direction, il est crucial. On a une stratégie, il faut l'implémenter. On doit prendre des décisions sur la mise en œuvre de la stratégie. Pour que ces décisions soient relayées à l'ensemble de l'entreprise, il faut pouvoir avoir quand même une équipe en tête de transformation qui soit d'accord avec le concept de cette stratégie et avec la mise en œuvre. En quoi c'est important ? Cette équipe, quand vous avez une stratégie nouvelle, elle est impactée. Imaginons, les RH doivent définir de nouveaux postes. La finance doit être d'accord sur le budget. Le marketing doit faire la promotion de cette stratégie. L'IT doit soutenir par des développements. On a besoin de tout le monde. Si vous avez en fait des distensions dans l'équipe, ce qui se passe, c'est que la stratégie est relayée ou mal relayée. Ou j'ai eu le cas, vous avez une personne qui présente la stratégie d'une certaine manière à son équipe, une autre qui présente autre chose, en fonction des intérêts personnels. Il y en a qui reconnaissent des contextes proches de l'environnement. Or, ce qui se passe souvent, alors j'ai essayé de vous le dessiner, mais je n'avais pas Nicolas sous la main. J'ai essayé de vous le dessiner, voilà, c'est que dans une équipe de direction, vous avez des rapports, je vous le dessine parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous avez des rapports entre les gens. Et la question, c'est où on met le PDG, ou le DG, ça dépend. Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là ? OK ? Premier, tu vois, même avec quelques ronds. Deuxièmement, tu peux avoir des alliances aussi. Donc, imaginons qu'il est ici. Ça peut être lui, il parle qu'à lui, il parle qu'à lui, et puis lui, il parle qu'à lui. Donc, un petit truc, représentez vos équipes graphiquement avec les niveaux de communication. Dans ce cas-là, je vous dis un truc, le DG, ce qu'il va faire, c'est ça. En fait, il va simplement se dire, cette équipe ne sert à rien, je ne sais pas trop, c'est pas vraiment une équipe, je vais contourner. Donc l'enjeu, en fait, de notre histoire, c'est qu'il n'y a plus de... Il est mort. Ah, j'ai appuyé... Ah, vous avez tout vu, du coup. C'est bien. Voilà. Donc, par contre, on ne voit plus. Ah, il faut le temps que ça chauffe, oui. Bon, pendant ce temps-là, vous... Donc, simplement, l'idée de pratique, c'est d'arriver à faire que cette équipe soit une équipe. Ce qui est probablement plus facile avec les équipes de terrain. C'est bon ou... Bon, je continue pendant ce temps-là. Je me demande si ce n'est pas la connectique. Simplement. Donc, premier travail qu'on a fait, c'est travailler sur les valeurs.
Alors, vous veillez sur les slides, mais vous ne voyez plus. Je vous ai proposé un modèle pour travailler sur les valeurs. Le but, c'est de savoir déjà si tout le monde est en sécurité psychologique. Ouais, je veux bien un peu d'aide. Ce moment de solitude. Voilà, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre que soi. Donc, première chose, c'est de travailler sur les valeurs. L'objectif, donc, je remets le contexte. L'objectif, c'est de soutenir un changement de stratégie. Deuxième point, c'est pour que ce... Merci, waouh, magique. Pour que ce changement de stratégie fonctionne, j'ai besoin d'une équipe de direction qui tienne la route. OK ? Je vous ai dit, premier élément, c'est d'identifier finalement quels sont les rapports de communication, qui s'appuient sur qui et comment. Pour que l'équipe puisse soutenir le changement stratégique, la première chose, c'est qu'elle devienne une équipe. Ce qui est relativement facile sur les équipes de terrain, beaucoup plus difficile sur des équipes de direction parce qu'ils ont des conflits d'intérêts, tout simplement. Donc, au début, c'était plutôt comme ça. Je leur ai parlé de ce modèle que je trouve intéressant parce qu'en fait, globalement, alors c'est dans la discussion que ça se passe, hein, ce n'est pas aussi mathématique que ce que je vais vous dire, mais en gros, quand vous êtes sur le bas de la pyramide, ça veut dire que vous êtes en insécurité dans l'équipe. En gros, votre préoccupation majeure, c'est est-ce que je vais me faire éjecter bientôt ? Je suis cash, hein. D'accord ? Et tout ce qui concerne le haut de la pyramide, c'est l'intérêt qui est de s'occuper des autres. Mais si vous avez la moitié des gens dans l'équipe de direction qui se demandent si elle va garder sa place demain, on est bien d'accord que ça va être difficile de créer un sentiment d'équipe et de partage. Chacun va se dire « mon territoire d'abord ». Donc c'était pour identifier, j'utilise cet outil pour identifier à quel niveau de sérénité l'équipe se trouve. Ok, ça va ? Les interruptions momentanées, ça vous a réveillé. Alors du coup, qu'est-ce que je mets en place ? Avec eux, hein, parce que moi j'accompagne. C'est la première des choses, c'est de montrer ce que je vous ai dit implicitement tout à l'heure. La stratégie, c'est l'affaire de tout le monde. Ils ont leur territoire opérationnel à eux. Ok, donc là-dessus, on les laisse tranquilles. Hein. C'est pas de dire, ça y est, ils vont devenir agiles, ils font plus rien d'autre. Ils ont leur territoire opérationnel. Le monsieur de la finance s'occupe de la finance et continue à s'occuper de la finance. Mais par contre, par rapport à un changement de stratégie, de direction d'entreprise, le boulot, il est commun et il appartient à l'équipe. Donc, étude d'impact. Comment est-ce que j'impacte, en fait, comment le changement stratégique va impacter Pierre, Paul et Jacques. Donc, un atelier, hein, vous faites un fishbone, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et pour montrer qu'on est tous dedans, tout simplement. Ça permet de décentrer et décentraliser le point de vue. Deuxième élément, de créer de la sécurité. Là où vous avez identifié qu'il n'y en avait pas, il faut mettre en place certaines règles. La sécurité, en fait, c'est les règles. Et quand les gens s'engueulent, en général, il y a un trou de processus. Donc, créer la sécurité dans l'équipe, c'est simplement mettre un cadre. Alors, je vais vous parler du cadre de la communication puisque je l'ai représenté là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est interdit d'avoir des infos dans l'équipe que les autres n'auraient pas, sur notamment la stratégie. Bon, bien sûr, je vous ai dit, il y a des territoires. Mais simplement, à partir du moment où ça concerne la stratégie, si un le sait, il doit en parler au reste de l'équipe. Et on fait autant de rétro que nécessaire pour que ce soit le cas. Est-ce que vous êtes d'accord ? Deuxième point, on a cadré le DG en lui disant « Mon gars, tu ne vas plus contourner l'équipe de direction qui, effectivement, s'engage à te donner les décisions en temps et en heure. » Évidemment, il a réessayé, hein, mais c'est difficile des fois. Hein, à ce niveau-là, c'est vraiment difficile de cadrer, mais c'est vraiment important de le faire. Ça va, vous tenez le coup ? Parce que je me dis, il y a du bruit entre la lumière. Ok. Ensuite, l'amélioration en continu, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas tout de suite arriver à une super équipe performante alors que jusque-là, on essaye des choses, on essaye de communiquer ensemble, on enregistre une vidéo pour communiquer alors qu'avant, on faisait chacun dans son couloir. On essaye des nouvelles choses et on améliore en continu. Bon, évidemment, une des premières choses que j'ai faites, c'est une rétro. Hein. Qu'on mette les choses aussi sur la table. Je ne l'ai pas dit, mais qu'on mette les choses sur la table sur qu'est-ce qui va pas et backlog. Ensuite, construire et partager la décision pour qu'elle aille plus vite. Eh bien, il faut un mode opératoire.
Avant, ils décidaient en mode one again. Je pense à un, mais il y a beaucoup de clients en fait, sur lesquels j'ai travaillé où c'est comme ça. C'est est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un process? Alors, je vais prendre un exemple différent. Vous prenez une équipe en agile, ça va vous parler. Une équipe en agile Scrum, mettons, et le sprint s'est déroulé catastrophiquement, et vous devez faire une démo. D'accord? L'équipe se voit et dit non mais là, c'est bon la démo, on la fait pas. Il y a une personne dans l'équipe qui se dit non mais moi je veux la faire et qui l'a fait, tout seul. Voilà, ça c'est une décision par exemple qui est un peu foireuse pour moi. Donc, comment on aurait pu faire autrement? En fait, en faisant un tableau de décision, en disant ok, donc si à partir du moment où il y a 4 personnes dans l'équipe qui décident que la démo c'est KO, on la fait pas. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il est obligé d'en informer les... Alors évidemment, il l'a décidé à 10h du soir pour le lendemain matin, etc. Donc il y a toujours ce truc de dire, oui, mais nanana. Mais qu'est-ce qu'on se décide? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui est écologique pour tout le monde? Et c'est de se dire qu'on anticipe. Alors bien sûr, c'est l'amélioration continue. Comme le truc est arrivé, du coup, on a réfléchi dessus. Peut-être qu'ils n'y avaient pas pensé avant. Mais plus vous avez ce genre de discussion, plus en fait vous réduisez les opportunités de conflit. Parce que je suis assez persuadée aussi que le conflit, c'est là où il y a un trou dans la raquette. Hein. En vrai. Voilà. Alors, et le dernier point, c'est, alors évidemment, c'est la gestion des priorités. On avance petit à petit, mais ça, je ne reviens pas dessus, vous connaissez par cœur. Mais fondamentalement, ce qui crée une équipe et qui crée des bonnes décisions, c'est par rapport à quoi on décide. Et donc, il faut donner une direction. Vision, direction. Moi, j'aime bien la notion de direction. Parce que c'est sens, et ça fait bouger ensemble. Mais donner une direction à l'équipe. Alors, je fais un aparté. Vous connaissez le team building. Je ne suis pas fan. Je ne vais pas faire que des amis, mais je trouve que c'est vraiment important de commencer par donner une direction, commencer par donner un sens. Et c'est ça qui va rassembler. Mais le ping-pong, ça ne peut que renforcer de l'énergie, mais ce ne sera pas ce qui va construire votre équipe. C'est mon point de vue, là. Pour le coup, je n'ai pas lu un bouquin là-dessus. Mais c'est vraiment important. Et dans la pratique, ce que vous verrez, c'est que ça marche mieux. Donc, attention, quand on vous dit « Ouais, l'équipe, ça ne va pas bien, on va faire un team building », qu'est-ce qu'on va résoudre là-dedans? Est-ce qu'on ne peut pas parler des vrais sujets? Est-ce qu'on peut redonner de l'énergie, de la motivation, de la direction à l'équipe plutôt? Ce ne serait pas plus de sens? Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah oui, ça va. Alors, du coup, en fait, on a dit tout à l'heure que ces 3 personnes avaient comme point commun le fait de prendre des décisions complexes. Je vais rajouter un deuxième point commun qui me semble important, oui, et de la gérer au travers d'une équipe. C'est-à-dire, quand on regarde Barack Obama, il est archi connu pour avoir une équipe de choc à côté de lui, qu'on ne voit pas nous, mais qui, chaque fois qu'il doit prendre une grosse décision, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas le souci, hein, mais chaque fois qu'il doit prendre une grosse décision, il s'appuie sur son équipe d'abord, ce qui lui permet de décentrer le débat. Alors, je vous ai mis Beth Harmon, alors spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, hein, donc... mais elle était entourée d'autres joueurs d'échecs, tout aussi bons, mais qui n'ont pas gagné. Donc ça, c'est intéressant aussi, ils n'ont pas gagné, eux. Elle était en train de se perdre, dans l'alcool, se perdre, de perdre et se perdre. Et simplement, ces deux-là, qui perdaient, l'ont appelée et lui ont dit, écoute, là, tu vas avoir un match important, on va te soutenir en étant en dehors de la zone de stress, on est ton équipe, et du coup, elle a gagné. C'est l'équipe qui l'a fait gagner. Dans le film, si vous l'avez tous vu, Sully, il ne prend pas sa décision tout seul. Il check tout auprès de son copilote. Il décentre sa décision. Donc, on a 3 cas de gens qui prennent des décisions difficiles au quotidien et qui s'appuient sur une équipe. Je me dis qu'il y a peut-être un truc. Alors, j'ai un dernier cas que j'ai rajouté hier pour faire la surprise, peut-être. Mais Freddie Mercury aussi, ça rime, ça fait un peu... Mais Freddie Mercury aussi prenait ses décisions toujours on le voit que lui, je veux dire honnêtement. Bon, moi j'adore le guitariste, mais ça c'est un autre sujet. Je fais la guitare.
Freddie Mercury ne prenait pas ses décisions tout seul. Et beaucoup des chansons ont été initiées par des membres de l'équipe. C'est pas parce qu'on voit une superstar et qu'elle a l'air d'être seule qu'en vrai, il est seul. Lui aussi, il avait une équipe. Donc c'est l'anti-pattern de ce qu'on imagine. Je trouvais ça intéressant de le rajouter sur ce point. Ça va, vous êtes toujours éveillés? Ok. 15 minutes, on est dedans. Parfait, merci. Donc, ce qui fait atterrir quand même cet échange, c'est que j'ai beau dire qu'il faut aller vers confronter, aller chercher de l'altérité, aller chercher de l'opposition, accepter d'entendre, accepter de varier les points de vue autour de nous. En revanche, je serais toujours à dire que fondamentalement, une vraie bonne décision se prend à la fin tout seul. Sinon, vous allez vous noyer en fait dans l'infini des autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, il faut couper tout. Il faut couper les sons, les lumières, le bruit, les données, etc. et ressentir cette décision et la prendre seule. Après avoir tout entendu, après avoir tout digéré. Je trouve que c'est très important. Mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'une fois que vous l'avez décidé, qu'est-ce qui fera qu'une bonne décision deviendra extraordinaire ? C'est d'aller encore plus loin et de se dire maintenant je la vis. Maintenant je m'y engage dans cette décision. Maintenant j'engage mes équipes. Et il n'y a pas d'autre alternative. Ça n'existe pas. Vous l'effacez et vous dites maintenant on y va. Donc une fois que vous avez été dans le bain de foule, vous prenez une douche et vous dites ok maintenant j'y vais. Et c'est ça qui va transformer vos décisions, quelles que soient les conséquences. Merci. À vous.